pour quel type de douleur ou quel type de souffrance avec vous, professeur Eric Serra. Vous êtes psychiatre et médecin de la douleur, vous êtes chef de service du CETD, hein, c'est le Centre d'études et de traitement de la douleur au CHU d'Amiens. Et comme tout le monde, vous avez le petit quart d'heure, et on va être particulièrement vigilant au petit quart d'heure, parce que c'est le petit quart d'heure avant la pause, avant le cocktail. Donc et en plus, un petit quart d'heure pour un psychiatre, donc c'est un pari, hein, sûrement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir convié à cette journée. D'abord, mes liens d'intérêt, comme tout orateur, étant à la fois médecin de la douleur et psychiatre, j'ai des liens d'intérêt avec tous les médicaments concernant l'algologie et la psychiatrie. Donc je vais vous parler d'antidépresseurs, ne me croyez pas quand je vais vous en parler. Mais j'ai aussi des liens d'intérêt d'ailleurs avec des sociétés, des start-up, des petites sociétés, puisque vous savez qu'on développe de plus en plus de thérapeutiques digitales, de la réalité virtuelle. On a eu des anesthésistes, ce sont des choses qui sont de plus en plus présentes. J'ai aussi des liens d'intérêt avec des institutions publiques, puisque j'ai travaillé au ministère de la Santé et que je suis, par exemple, actuellement membre du conseil d'administration de la Société française d'études et traitements de la douleur. Donc tout ça colore peut-être mon propos. La question qui m'a été soumise, celle des antidépresseurs pour quel type de douleur ou de souffrance, est porteuse probablement des interrogations des organisateurs de cette réunion, et j'apporterai moi-même ou je poserai moi-même un certain nombre de questions autour de souffrance, dépression et douleur, des antidépresseurs, leur rôle antalgique, et puis les modalités d'usage, stratégies d'usage. Mon discours va être un discours peut-être plus adressé aux médecins dans nos pratiques aussi quotidiennes. Comment manier tous ces traitements? Je m'appuierai largement sur une publication de la revue Douleur de 2014. Souffrance, dépression, douleur, on a derrière les souffrances rencontrées dans notre existence, certaines de ces souffrances sont médicalisées, elles amènent des diagnostics médicaux et un regard médical, parmi lesquels figurent la dépression et la douleur. Vous avez eu un certain nombre d'interventions depuis ce matin autour du regard qu'on peut porter sur la douleur en médecine. On pourrait aussi, peut-être en reprenant quelques propos d'Anne-Françoise Alaz, évoquer le fait que en psychologie, la dépression ou la douleur peuvent être considérées elles-mêmes comme des émotions. Au fil du temps, de la reconnaissance de ce diagnostic de dépression, puisque c'est mon premier propos, on a cherché à traiter cette dépression. Et qu'est-ce qui a traité la dépression? Ce sont les antidépresseurs. Alors, avant l'apparition des antidépresseurs, jusque dans les années 50, on utilisait volontiers la morphine qui apaisait toutes les souffrances humaines, l'anxiété, la dépression, le sommeil, puisque l'usage millénaire de ces substances-là était pour apaiser les souffrances et retrouver le sommeil. On a pu utiliser aussi involontairement la réserpine, qui à faible dose était plutôt antidépresseur, mais à forte dose, en dehors de l'impact sur la tension artérielle, avait aussi un effet là plutôt dépressiogène. Et puis c'est 1957, un avatar des neuroleptiques, c'est-à-dire qu'un laboratoire suisse cherche à développer son propre neuroleptique. Il y avait les phénothiazines qui étaient apparus et qui avaient un impact considérable dans le champ de la santé mentale. Ils ratent en quelque sorte leur neuroleptique, mais ils créent une molécule nouvelle, l'imipramine, qui se révèle pour la première fois, enfin de façon très très remarquable, efficace sur des dépressions très sévères. Vous savez, les mélancolies. Vous avez ce souvenir de terme des mélancolies. Et puis l'année suivante, c'est l'iproniazine, première IMAO. On a donc des médicaments pour traiter la dépression. Et puis cela a connu des progrès au fil des années. Les antidépresseurs tricycliques, des effets secondaires. On a développé beaucoup plus récemment des médicaments sérotoninergiques. Le premier, c'est la fluvoxamine, c'était le floxifral. En fait, c'est pas vrai, le premier, c'était l'Upsten. Vous n'avez pas connu l'Upsten. C'est un laboratoire développé, français qui avait développé ça. Malheureusement, il y a eu des effets dramatiques avec cette molécule. Est arrivé le floxifral, dont on parle actuellement, vous avez peut-être entendu parler, vous savez, dans le Covid, mais qui n'a pas apporté la preuve de son efficacité. Et puis c'est la fluoxétine qui a eu le succès mondial que l'on connaît, c'est le Prozac.
Et celui qui est le plus prescrit aujourd'hui en France, je crois, c'est l'escitalopram, Séroplex. Et puis les biaminergiques sont arrivés. Le premier, ça a été, je crois, dans l'ordre, le milnacipran. L'invalafaxine, c'est l'Effexor. Et puis la duloxétine, Cymbalta. Ceci dit, parmi les biaminergiques, les antidépresseurs tricycliques ont toute leur place. C'est-à-dire que les vieux antidépresseurs tricycliques sont des biaminergiques. Tous ces médicaments nous ont permis de traiter la dépression avec un certain succès depuis les années 60, et on sait qu'en France, depuis les 20 dernières années, par exemple, la bonne qualité de prise en charge, quand même, même si les psychiatres peuvent être critiques à l'égard d'une insuffisance de diagnostic ou de thérapeutique, quand même, il y a des progrès en matière de diagnostic et traitement de la dépression, et ça a eu un impact favorable sur les suicides qui ont reculé. La prévention du suicide passe essentiellement, en tout cas pour nous médecins, par le traitement de la dépression. Ceci dit, ces médicaments-là sont efficaces pour traiter aussi les symptômes associés à la douleur, alors à la dépression, la perte de la capacité à éprouver du plaisir, la tristesse, les idées noires, mais aussi l'anxiété. La valafaxine a été largement développée au début comme anxiolytique. Et puis des impacts volontaires ou involontaires sur la vigilance, certains médicaments, la fluoxétine avait la réputation d'être un peu psychostimulante. D'ailleurs, elle a été utilisée en dehors de la médecine comme telle. En plus, ça fait maigrir, donc ça pouvait présenter quelques intérêts. Des impacts sur le sommeil, ça va être régulateur du sommeil. Des impacts variables sur les signes somatiques. D'ailleurs, en pratique, quand il y a des symptômes somatiques dans la dépression, on a souvent du mal ou un peu plus de mal encore à traiter cette dépression. Et vous voyez, caché par l'incrustation d'images, le fait que certains de ces médicaments ont pu connaître un usage hors santé, hors médecine, et ça a été notamment un certain scandale quand même, avec le Prozac, la pilule du bonheur. Où les cadres américains utilisaient, les Golden Boys et Golden Girls, utilisaient ça comme psychostimulant pour aller mieux, pour perdre un peu de poids, pour être plus moderne, dynamique. Traiter la dépression, on parle de médicaments, et moi je vais vous parler de médicaments. Ceci dit, les médicaments ne sont pas, vous savez, obligatoires, notamment dans les dépressions débutantes ou modérées, puisque les référentiels de la HAS nous disent en première ligne de traitement, le médicament c'est pas forcément la solution. Ça a changé, parce que avant 2007, en France, le référentiel, c'était à partir du moment où vous faites un diagnostic de dépression, vous devez donner des antidépresseurs. Ça n'est plus le cas. Et puis, se pose la question, derrière le traitement de la dépression, du traitement du patient douloureux. On a entendu la place de la douleur dans les souffrances, présentée par Anne-Françoise Alaz, et quand on traite un patient dépressif, on traite un patient, la dépression et le patient lui-même, et dans la douleur, on peut se poser la même question. Les antidépresseurs, du coup, sont-ils antalgiques? Puisque c'est une question qui m'a été posée. Ça a commencé par le traitement de la dépression associée à la douleur. Pourquoi? Parce que il y avait des patients douloureux chroniques. Ne devient pas douloureux chronique qui veut. Puis d'ailleurs, quand on n'arrive pas à les traiter, c'est bien la preuve qu'il y a sûrement autre chose. Quand je comprends pas, c'est psy. Et ils sont d'ailleurs Eric, ils sont quand même tous dépressifs, ces patients douloureux chroniques. D'ailleurs, quand tu leur donnes des antidépresseurs, ils vont mieux. C'était ce qui se passait. Et on avait un petit peu raison, puisque de toute façon, tous les patients douloureux chroniques présentent des symptômes dépressifs. Et les symptômes dépressifs qu'ils présentent peuvent être du pessimisme. J'ai une douleur chronique, est-ce que je vais jamais m'en sortir? Ça, c'est du pessimisme. Donc, on voit une proximité symptomatique. Ceci dit, la présence d'un syndrome dépressif ne fait pas la dépression. Pleurer pendant une consultation n'appelle pas une réponse par un antidépresseur, ou n'appelle pas la nécessité à l'hôpital de faire appel au psychiatre de psychiatrie liaison, qui a été mon quotidien pendant des années. Le syndrome dépressif caractérisé, toutefois, est souvent associé à la douleur chronique, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 20% des patients douloureux chroniques en population générale qui présentent un trouble dépressif caractérisé, qui devra donc être traité. C'est la découverte dans les années 60, je crois que c'est vieux, de l'amitriptyline efficace, utilisé comme antidépresseur, mais efficace dans certaines douleurs chez des patients qui étaient traités pour des douleurs de cancer.
Les travaux ont été faits, nous ont montré que finalement cet effet antalgique, c'était pas seulement un effet de la dépression du patient douloureux chronique dépressif, c'était aussi un effet spécifique. Et assez rapidement dans le milieu de la cancérologie, on nous a parlé du traitement de mécanismes douloureux par désafférentation, comme c'était appelé à l'époque. Aujourd'hui, on parle du mécanisme neuropathique. Ceci dit, on a parlé de sensibilisation, de chronicisation de la douleur, de ce fameux mécanisme de sensibilisation appelé également depuis 2018 le mécanisme nociplastique de sensibilisation à la douleur qui porte probablement toutes les douleurs chroniques et sensible à ces molécules. Mais vous savez aussi que l'aroxyde, la mitriptyline, a été un des traitements les plus utilisés comme traitement de fond de la migraine et des céphalées de tension. Et puis, alors nous, en médecine de la douleur, il y a une vingtaine d'années, on a utilisé d'abord des sérotoninergiques, 5 minutes. Comme ça passe vite. La paroxétine, c'était le déroxate en fait qu'on utilisait. Et puis sont apparus les biaminergiques, du loxétine qui est celui qui est le plus utilisé, la venlafaxine, milnacipran que je vous ai évoqué, encore parfois les antidépresseurs tricycliques. J'en arrive heureusement à mes 2 dernières diapositives, une sur les modalités d'usage en pratique, parce qu'après tout on peut repartir comme ça avec des recettes si vous ne les connaissiez pas. D'abord, il y a le problème de l'indication, c'est qu'on utilise ces médicaments-là pour traiter certaines douleurs, qui sont quand même principalement les douleurs par mécanisme neuropathique, et puis on le sait maintenant de plus en plus, les douleurs par mécanisme nociplastique, c'est-à-dire les douleurs chroniques. Et ça devient peut-être un peu plus compliqué. Les AMM, à part une de ces molécules-là, les AMM dans la douleur, on tient compte d'un contexte, le patient est-il dépressif ou pas, et puis le principe, c'est le principe de la posologie prudente. On commence par des doses basses, elle est progressive, mais on va à des doses efficaces. On peut être en échec aussi parce que les traitements sont insuffisamment prescrits. Pour la duloxétine, 30 mg au milieu du dîner, puis on augmente au bout de 16 jours jusqu'à 60 mg. Pour la venlafaxine et le milnacipran, vous avez les posologies qui s'affichent. Et la mitriptyline qui est largement utilisée parce que si le patient supporte les effets secondaires sédatifs, on a des gens quand même avec 5, 10 ou 15 gouttes qui peuvent s'améliorer. L'intérêt, après cette diapositive technique, c'est de réfléchir à la stratégie. L'obligation d'expliquer au patient pourquoi on lui prescrit un antidépresseur à visée antalgique, la nécessité d'avoir bien évalué la douleur et le patient, les mécanismes, les composants de la douleur, la place de cette douleur dans la souffrance du sujet, les ajustements du patient. Il est inutile de on peut pas le dire comme je suis en train de le dire, mais il est parfois vain de se lancer dans un processus thérapeutique si le patient n'est pas sur les mêmes objectifs thérapeutiques que vous, ou si le patient a par exemple des propos constamment négatifs. J'ai tout le temps mal. Est-ce qu'il y a des médicaments qui vous aident? Aucun médicament ne m'aide ou n'est supporté. Est-ce que vous pouvez prescrire quand le patient est dans ce discours-là? Non, il va falloir infléchir ce discours. Quelles sont ses attentes thérapeutiques? Tout ça s'inscrit dans une stratégie multimodale. On a parlé de traitements médicamenteux et non médicamenteux. Avec parmi les mots-clés que j'ai notés, il y a celui de la durée qui ne se pose jamais. On met en route les traitements et puis voilà, et on les arrête quand? Dans la dépression, on envisage des traitements parfois longs, 6 mois, parfois plus dans certaines formes de dépression. On pourrait imaginer que dans la douleur chronique, on soit sur le même genre de créneau. Et en conclusion, donc vous avez vu que certaines des souffrances qui arrivent dans vos cabinets sont repérées par nous médecins sous des diagnostics que nous avons appris dans les livres, mais qui ont aussi permis de structurer les souffrances des patients et de faire des progrès considérables. La dépression est une souffrance terrible pour les gens, et la repérer, la diagnostiquer et la traiter justement est quand même un progrès indéniable. Faire attention peut-être de ne pas traiter toute souffrance comme ce modèle de la dépression. On a entendu des diagnostics de douleurs et plus particulièrement de douleurs chroniques, puisque vous y consacrez cette journée. La nécessité, pour mieux comprendre cette douleur, de bien diagnostiquer les mécanismes.
On ne traite pas de la même façon une douleur par excès de nociception et une douleur neuropathique ou une douleur par sensibilisation. La nécessité de repérer les dimensions. Si le patient et 20% des patients sont dépressifs, vous avez repéré, il faut traiter et la douleur et la dépression. Et puis finalement, on fait des diagnostics psychologiques du patient, hein, de son contexte, dans cette notion de comorbidité aujourd'hui bien établie, qui répond bien à notre modèle biopsychosocial et le fait que certains d'entre nous interviennent sur la médecine intégrative, par exemple, parce qu'après tout, on peut aussi la comprendre d'une façon comme ça très large, ce midi et cet après-midi, avec des réponses thérapeutiques à la fois multimodales et interdisciplinaires. Nous ne sommes pas, il n'y a pas que les médecins qui prennent en charge les patients. Quel est le professionnel qui rencontre le plus souvent le lombalgique? C'est ma sœur kinésithérapeute. Que fait le kinésithérapeute avec son lombalgique? Donc comment former aussi et accompagner nos collègues kinésithérapeutes? L'objectif thérapeutique ou la cible thérapeutique, on est dans une journée sur la douleur, il semble évident que ça soit la douleur, eh bien non, pas toujours. Notamment dans la douleur chronique, il arrive parfois qu'on travaille plus sur la fonction, la capacité de reprendre une vie la moins insatisfaisante possible en dépit de cette douleur, finalement travailler sur la qualité de vie en associant traitement médicamenteux et non médicamenteux. Marc, je vous remercie.